Oui, bon. Ah oui, non, trop, c'est bien. Chacun son micro, comme ça, moins de Covid. Oui, on enlève le masque, n'hésitez pas. Merci d'être resté pour cette troisième et dernière table ronde, qui est une table ronde beaucoup plus pratique, je pense, que les deux précédentes, puisqu'on est vraiment sur le cœur d'un sujet qui touche beaucoup de gens, les clés pour la publication. C'est vrai que les Français n'ont jamais autant écrit que depuis le Covid et a envie de s'exprimer, de dire des choses, et que ces choses deviennent des livres qui sont tenus par des lecteurs, qui sont distribués dans des librairies. Autour de cette table ronde, nous avons 4 professionnels qui ont chacun un parcours différent, qui vont vous apporter des réponses différentes, totalement complémentaires, j'espère inspirantes. Thomas Vivien, vous êtes le cofondateur avec Valentin Vauchel d'Éditez-nous. Vous-même, vous avez travaillé chez ta chaîne. Nous avons Véronique Cardi. Bonjour. Qui a travaillé, qui a fondé Les Escales, qui a présidé aux destinées du livre de poche, qui est actuellement présidente de l'Atteste, du Masque, de la Grenade, que vous avez fondé avec Maïr Gouven, qui est une maison toute jeune et hyper dynamique. Christine Villeneuve, vous êtes éditrice et co-directrice des éditions des Fades. Antoinette Fouque, très important, la suite, depuis 1987. Et Julien Rampin, qui lui est encore à part. Vous avez une vraie vie de travailleur de tous les jours pour gagner votre vie, mais vous animez des pages sur Instagram. Vous êtes extrêmement suivi sous le nom de la Bibliothèque de Juju. Plus de 15 000 followers, c'est beaucoup. Ça. Franchement, dans le livre, c'est pas mal du tout. Mais vous êtes également auteur de Grandir un peu, que vous avez d'abord publié en auto-édition et qui a été remarqué, mais on en parlera après. Et qui est un auteur Charleston, qui est une maison assez jeune également, mais qui cartonne bien. Et livre de poche bientôt. Pardon ? Et livre de poche bientôt. Des livres de poche bientôt, voilà. Et le magasin des jouets cassés à apparaître bientôt chez Charleston également. Viendra nous rejoindre après Marlène Schiappa, qui est à l'initiative de ce festival et qui est aussi une auteure extrêmement prolifique, aussi bien d'essais que de romans, et je crois presque des choses sous pseudo, dit-on. Alors, on va peut-être commencer, on va aller à tour de rôle, comme ça va faire des complémentarités. On va s'intéresser peut-être à Éditez-nous. Alors, il y a un jeu de mots, hein, Édite comme le prénom, mais Éditez-nous comme une injonction. Je le disais tout à l'heure, l'année 2021 était une année où beaucoup de livres ont été publiés. Je me suis renseignée, j'étais un peu épatée par le chiffre, 70 000 livres quand même sont sortis l'année dernière. La rentrée de septembre, c'était 751 premiers romans, et de janvier 61. Et en fait, je dis n'importe quoi, c'était 75 premiers romans en septembre, c'est mon 1 qui était mal écrit, et en janvier 61. Donc les Français n'ont jamais autant écrit et rêvé d'être publiés, et ce n'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, comme on dit souvent. Et c'est vrai que le Covid a vraiment boosté les gens qui, étant enfermés chez eux, ont fait une certaine introspection ou des envies de sortir de leur chez eux en écrivant des ouvrages. Et je crois que les maisons d'édition ont été un petit peu submergées de manuscrits, plus 40%, si le chiffre est bon. Vous proposez, vous, une solution assez étonnante pour permettre à des gens d'être édités. Vous avez eu l'idée d'un algorithme. Donc c'est une manière d'être édité, une manière un peu moins classique, en tout cas, de trouver un éditeur que les deux façons que nous allons développer avec Christine et Véronique. Peut-être expliquez-nous, Éditez-nous, quel est le principe d'Éditez-nous. Alors, effectivement, il y a un engouement pour l'écriture en France, qui s'est accéléré avec le Covid. Le principe d'Éditez-nous est de mettre en relation des auteurs avec des maisons d'édition. On est le premier site aujourd'hui à faire ça, et l'idée, c'est que des auteurs déposent leurs textes sur le site, renseignent un certain nombre de catégories. C'est un système de tags. De l'autre côté, vous avez des éditeurs partenaires qui renseignent également des catégories, et ça nous permet effectivement, avec un algorithme, d'adresser ces textes aux bons éditeurs. Qu'est-ce que ça veut dire aux bons éditeurs? Ça veut dire des textes qui répondraient à la ligne éditoriale de la maison d'édition. Beaucoup d'auteurs, des milliers, voire des millions, envoient des manuscrits chaque année à des maisons d'édition, sans forcément savoir quelle maison toucher.
Chaque auteur aujourd'hui va chercher sur les différents sites ou les différentes ressources des bouts de vérité sur le monde de l'édition, mais ne sait pas forcément comment adresser son texte à la maison d'édition afin que ça réponde vraiment à la ligne éditoriale. Donc le principe d'Éditez-nous, c'est de mettre en relation ces auteurs et ces éditeurs, mais c'est aussi plus que ça parce qu'on va accompagner, nous, les auteurs avec un environnement complet. On propose un certain nombre de conseils, on va proposer de la relecture, on va proposer aussi la protection des œuvres de ces auteurs. Ça, c'est une première aussi, on est les premiers à faire ça. L'auteur, en déposant son texte sur Éditez-nous, reçoit un certificat de dépôt. En fait, on va ancrer l'œuvre de l'auteur sur la blockchain pour avoir une protection immuable. Ça, c'est une révolution aussi, puisque vous aviez, jusqu'à nous, vous aviez 3 possibilités pour protéger vos œuvres. Vous aviez l'enveloppe e-solo, vous aviez la possibilité de vous envoyer vous-même un email ou alors passer devant un auteur. Donc souvent onéreux, pas forcément très, très fiable. Donc aujourd'hui, nous on propose aussi ce service. On propose, je vous l'ai dit, de la relecture. On va proposer aussi un profil auteur qui va permettre à l'auteur de se mettre en avant auprès d'un certain nombre d'éditeurs, ce qui va intéresser les éditeurs, et vous me le confirmerez probablement après, c'est d'avoir un texte, une histoire des personnages, mais aussi avoir des renseignements sur le parcours de l'auteur. Donc aujourd'hui, Éditez-nous, on a créé un environnement pour les auteurs, au service des auteurs et au service des éditeurs. En fait, on est tiers de confiance. Ça, c'est vraiment une notion très importante, afin d'accompagner l'émergence de nouvelles voix et de primo-romanciers. Il est aujourd'hui, du moins il était compliqué, il est toujours compliqué pour un auteur qui écrit d'être un peu noyé dans ce flux qui a accéléré avec le Covid. Et en fait, nous, on a utilisé les outils d'aujourd'hui, les outils digitaux, afin d'améliorer, de faciliter le contact auteur-éditeur. Effectivement, un algorithme. J'ajoute aussi qu'on a une équipe éditoriale qui va regarder chaque texte, qui va plonger dans le cœur des textes qui sont déposés par les auteurs. L'algorithme n'a de sens pour nous qu'au service de l'humain. Ça, je précise aussi parce qu'on s'éloigne là aussi d'un certain nombre de plateformes un peu désincarnées qui feraient croire en fait qu'on fait remonter ou que l'écriture aujourd'hui pourrait être automatique notamment. Voilà. Donc, il y a cette solution, Éditez-nous, vous avez reçu beaucoup, près de 4000 manuscrits. On a reçu un peu plus de 4000 manuscrits. Voilà, une dizaine ont été déjà à peu près concrétisés, un livre est sorti. Il y a évidemment, donc ça c'est une solution assez nouvelle, il y a une solution beaucoup plus classique qui fonctionne extrêmement bien, puisque de tout temps les maisons d'édition ont existé et ont su faire leur choix aussi par eux-mêmes, en recevant des manuscrits, en ayant des comités de lecture. C'est pour ça que je vais aussi m'adresser à vous, Véronique Cardy et Christine Villeneuve, qui donc chacune présidée ou destinée de 2 maisons importantes, qui ont chacune leur spécificité. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, évidemment, je ne sais pas combien vous recevez de manuscrits chacune, enfin chacune pas personnellement, mais dans vos maisons par an, qu'est-ce qui préside vos choix lorsque vous recevez un manuscrit? Est-ce l'histoire proposée, est-ce la personnalité de l'auteur dont vous parliez, est-ce le potentiel marketing, pardon, le mot est un peu violent, qu'il peut y avoir derrière, peut-être un peu moins chez vous. Expliquez-nous, même si le mot paraît vulgaire, mais il est important parce qu'aujourd'hui les maisons doivent vivre, donc pour vivre elles doivent vendre des livres. Voilà, qu'est-ce qui préside vos choix quand vous recevez des manuscrits? Qui veut commencer? Alors, pour ce qui concerne les éditions des Femmes Antoinette Fouque, on a une ligne éditoriale qu'elle a elle-même posée en créant cette maison d'édition en 1973, dans la foulée du mouvement de libération des femmes qu'elle a cofondé en 1968. Donc, si vous voulez, elle a tout de suite dit, c'est une proposition très ouverte qu'elle avait faite à l'époque, en disant, les femmes ont pris la parole, et maintenant il faut qu'elles prennent le stylo pour sortir de l'effacement et affirmer leur force créatrice, dans un contexte éditorial qui était extrêmement différent il y a 50 ans, de celui d'aujourd'hui, et je pense qu'elle a ouvert vraiment la voie à la publication, enfin au fait que les femmes ont pu s'affirmer et devenir des autrices à part entière, même si on peut remarquer quand même toujours qu'il y a une différence de traitement, notamment du côté des prix littéraires. Mais voilà, et disons qu'il y a, nous on est sensible à la fois du fait de cette maison d'édition, on parlait tout à l'heure des auteurs engagés, est-ce que les auteurs sont engagés? Mais là, nous, on est une maison d'édition engagée du côté des femmes, du côté des droits des femmes. Donc il y a à la fois ce versant de solidarité,
Et le fait de publier des témoignages, des récits de femmes du monde entier qui, pour certaines, sont en danger, dont la vie peut être en danger et que la publication fait connaître, dont le combat est soutenu de cette manière, avec un travail militant d'accompagnement aussi, avec des pétitions internationales, ce genre de démarches, qu'on fait d'ailleurs actuellement avec une autrice qu'on vient de publier, Tatiana Mukanire-Bandalir, qui est en RDC et qui fait état des viols massifs dont les femmes sont victimes, et les petites filles aussi dans ce pays depuis 25 ans. Et il y a également, à côté de ce travail, je dirais, engagé, militant, qui existe toujours, je ne veux pas faire la liste des titres qu'on publie, mais on a cette ligne éditoriale, elle existe toujours. On publie des textes de fiction, et du côté de la fiction, ce qui intéressait Antoinette Fouque, c'était, disons, elle parlait de, comment dire, d'ouvrir des voies positives, d'affirmer la force créatrice des femmes, mais aussi d'ouvrir les frontières, d'engager, de faire des ponts. C'est-à-dire qu'on ne s'inscrit pas dans un genre littéraire précis. On dit qu'on publie de la fiction, c'est-à-dire qu'on peut publier de la fiction poétique, de la poésie fictionnelle. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est les écritures, des démarches de recherche, des démarches un peu expérimentales. Donc je pense que par rapport, aujourd'hui, les femmes sont publiées, on le voit, on l'entend, et d'ailleurs cette table ronde d'aujourd'hui, ces tables rondes l'ont montré, mais il y a toujours ce travail, cette difficulté à éditer des textes qui sont plus difficiles peut-être pour des grandes maisons d'édition et que nous on accueille très volontiers. On publie aussi beaucoup de premiers romans, on en publie tout le temps aussi. Et c'est un risque, Antoinette Fouque, quand elle a créé cette maison d'édition, c'était aussi ça qu'elle voulait faire. Publier des femmes qui se lançaient dans l'écriture, mais qui n'arrivaient pas à se faire éditer, sans doute parce que dans les maisons d'édition traditionnelles, les comités de lecture étaient surtout masculins et qu'il y avait peut-être une moins forte sensibilité à ce que les femmes avaient à exprimer. Et puis, on parle beaucoup de la libération de la parole aujourd'hui, mais c'était aussi la question de libérer l'écriture, c'est-à-dire de sortir aussi peut-être de genre littéraire un peu académique, etc., et ouvrir comme ça un champ d'expérimentation, un champ aussi, elle parle beaucoup d'écriture matricielle, c'est-à-dire de renouer aussi avec d'où on vient. Et cette maison d'édition, je crois, a ouvert la voie à tous les récits où les femmes ont parlé de leur corps, de leur intimité, etc. C'est-à-dire c'est vraiment ça qui s'est passé aussi dans les débuts de la maison d'édition et qui continue de se passer. Alors vous, à la tête de la thèse, vous avez un panel de styles d'ouvrages extrêmement différents, entre le masque, entre la grenade, entre la thèse. Quand vous recevez des textes, quand vous les ouvrez, quand vous recevez des manuscrits, qu'est-ce qui guide vos choix? Comment fait-on pour faire émerger quelque chose, un livre, un titre? Donc, comme vous le disiez, les éditions Lattès, c'est une grande maison d'édition généraliste. Donc on publie aussi bien de la littérature étrangère, des blockbusters étrangers de Dan Brown, jusqu'en littérature française, des auteurs comme Nina Bouraoui, Valérie Tonkong, etc. Les éditions du Masque qui sont dédiées, c'est la première maison d'édition dédiée uniquement à la littérature policière en France. Donc le premier éditeur d'Agatha Christie. Et maintenant on décline aussi dans cette veine du Cozy Crime, et La Grenade, nouveau label dédié aux voix issues de la diversité, en tout cas pour incarner une certaine diversité culturelle. La Grenade, le fruit, et des voix explosives qui saisissent quelque chose de puissant de l'air du temps. La Grenade, la bombe. Et donc qu'on a lancé avec Maïr Guven, lui-même Goncourt du premier roman avec son ouvrage Grand Frère. L'avantage, le luxe, je dirais, c'est que justement aux éditions, d'une manière générale, C3 à Marc, on reçoit une centaine de manuscrits par mois. Et le luxe, c'est d'avoir une assez grande palette pour justement pouvoir accueillir au mieux ces nouvelles voix, parce qu'on voit qu'il y a une vraie appétence justement pour les nouvelles voix. Les premiers romans sont plébiscités par les lecteurs. Donc nous, c'est vraiment notre ambition aussi de faire émerger... Vous ressentez vraiment une appétence pour le premier en fait, roman. On le voit même dans les ventes. Je veux dire, chaque année, il y a un premier roman qui fait l'actualité, que ce soit Le bal des folles, La vraie vie, d'Adeline Dieudonné, etc. Donc on voit à chaque fois des phénomènes comme ça qui montrent bien l'appétence des lecteurs aussi pour des découvertes. Donc nous, c'est
c'est une de nos ambitions. Et donc, c'est vrai qu'ensuite, c'est la subjectivité aussi qui préside à ce choix, bien sûr, mais dans les manuscrits qui peuvent nous arriver par la poste, littéralement, moi, je pense à cet exemple de Jamel Cherigui, qu'on a finalement publié à la Grenade, manuscrit envoyé par la poste, avec une lettre, donc aux éditions Lattès, avec une lettre, j'ai écrit mon premier roman, tel auteur m'a conseillé de vous l'envoyer parce que elle sait que vous êtes à la recherche de nouvelles voies, je suis épicier à Roubaix, et voilà mon premier texte. Et donc c'est sûr que dans la considération du manuscrit, la lettre d'intention et aussi, en tout cas, le profil de l'auteur est hyper importante, bien sûr, pour ensuite, nous, notre capacité à nous engager sur la publication d'un texte, parce que pour un premier roman, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un profil d'auteur qui permette de le promouvoir ensuite. Et donc, pour Jamel Cherigui, c'est vrai que La Grenade, c'était vraiment l'écrin idéal, avec le coup de cœur ensuite de Maïr Guven pour ce texte, et la jolie histoire qu'on a construite ensemble, puisque c'est un premier roman qui s'est extrêmement bien vendu. Ce mois de janvier, on a publié par exemple un autre premier roman d'un auteur que vous pouvez retrouver en dédicace, donc Diadier Dembélé, qui a écrit ce premier roman, Le duel des grands-mères, magnifique livre sur le retour aux origines, porté par une langue d'une grande inventivité, d'une vraie poésie. Là, par exemple, c'est vrai que c'est encore un autre canal, puisqu'en fait, il est représenté par une agence. Il y a aussi de plus en plus d'agents littéraires, y compris en France. C'est un modèle qui est venu des pays anglo-saxons, mais qui arrive en France. Et donc, les éditions Lattès ayant cette veine de littérature africaine, francophone, portée pour le coup surtout par notre directrice littéraire Anne-Sophie Stefanini. Là aussi, l'écrin idéal, le coup de cœur d'une éditrice et l'enthousiasme d'une maison pour porter ce premier texte. Et comme il est à présent en lice pour le Grand Prix RTL Lire, on est ravis de l'accueil qui lui est réservé. Et encore autre cas de figure, pour illustrer justement comment on peut s'engager tout d'un coup sur un texte, donc que ce soit arrivé par la poste, par un agent ou bien sûr par nous, notre entourage. Et donc un auteur qui publie son deuxième livre cette rentrée, Adrien Borne, qui en l'occurrence, moi, est une connaissance de connaissances, qui m'avait frappé par un discours prononcé au mariage d'un ami, donc vraiment un discours de mariage où je m'étais dit, ce jeune homme a vraiment l'écriture en lui, il faut absolument qu'il publie, enfin en tout cas qu'il dédie du temps à l'écriture, ce qui a donné 10 ans plus tard, donc un petit peu plus tard quand même, ce premier roman, Mémoire de soi, qu'on a tant aimé porter également. Est-ce que quand les romans arrivent, il faut qu'ils soient en version plan, en version finie, ou est-ce que vous allez vous arrêter si par exemple la forme est enfin le fond de l'histoire est génial, mais c'est un peu mal fichu, etc. Est-ce qu'on se dit bon allez, on y va, on prend le temps parce que le temps c'est de l'argent entre guillemets, ce sont des éditeurs qui sont mis sur des romans. Est-ce que il faut que ce soit tout de suite propre, très beau, ou est-ce qu'on peut faire confiance à la maison d'édition à laquelle on envoie son manuscrit pour se dire bon allez, on va travailler ensemble, faites-moi confiance. Voilà. Est-ce que ça vous arrête ou pas? Ça arrive très souvent en fait, hein. C'est même, je dirais, la situation la plus fréquente. C'est-à-dire qu'on accroche, on accroche un texte, soit parce que l'écriture, la forme est quand même importante. Souvent les sujets sont les mêmes. Enfin nous on reçoit énormément des récits de femmes, etc. Bon, mais il y a quand même toujours quelque chose qui fait la différence du côté de l'écriture. Et parfois, on se dit, ça pourrait être, il manque pas grand-chose, et on va donc accompagner. On est une petite maison en termes de production. On reçoit, vous parliez de 100 manuscrits par mois, nous on en reçoit un peu plus d'une cinquantaine. C'est pas mal quand même, oui, compte tenu de la différence de taille. Et on en publie une trentaine par an, donc vous voyez, c'est pas évident. Et on accompagne. Dans ces cas-là, on propose un accompagnement, un travail presque artisanal, je dirais. Antoinette Fouque parlait d'un travail de sage-femme à propos de la maison d'édition. Et d'ailleurs, on remarque que des auteurs, des autrices, notamment la première table ronde, parlaient d'accouchement d'un texte. Donc on est quand même dans un registre de création et de mise au monde. Et ce travail se fait souvent comme ça, de manière, en collaboration et de manière bienveillante. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'imposer quelque chose, mais au contraire,
Et souvent, on reçoit des textes qui en font trop. En fait, ce qu'il faut, c'est voilà, on dit ramasser, voilà, c'est resserrer, enlever, etc. C'est-à-dire, un livre, c'est pas un nombre de pages, c'est autre chose. Voilà. Oui, je pense que en fait, déjà, la littérature répète indéfiniment les mêmes thèmes, c'est-à-dire que depuis toujours, les motifs littéraires tournent autour des mêmes obsessions souvent. Donc, quand on considère un premier roman, là je parle de la fiction, c'est sûr que c'est la nécessité d'écriture, le souffle romanesque qui compte. Il faut absolument qu'il y ait une voix, que ce soit ensuite à un diamant brut qu'il faille tailler, ça c'est dans le meilleur des cas, et ensuite, pour les témoignages, je dirais, donc en non-fiction, si on peut catégoriser ainsi, là, le profil d'auteur aussi, encore une fois, est important. Et parfois, on peut avoir justement des jolies surprises en se disant profil d'auteur idéal, mais il faudra l'accompagner sur l'écriture. Et en fait, le texte est déjà très écrit. Et je pense notamment à Adama Kamara, dont on publie le premier récit ce début d'année, qui parle de ses 5 ans en prison, de comment la volonté de venger son frère qui avait été victime qui était mort suite à une rixe dans un quartier. Cette vengeance, pendant ces années de prison, au contraire, a fait naître la volonté de témoigner pour empêcher et pour transmettre quelque chose aux jeunes d'aujourd'hui. Et là où le texte, alors que voilà, on aurait pu se dire, parfois on fait appel, pour être transparent, on fait appel aussi à des journalistes, des autres auteurs qui vont écrire des témoignages, et parfois on peut avoir des belles surprises, de belles découvertes avec aussi des auteurs dont l'histoire était intéressante, mais qui ont une vraie plume également. Avant de passer à Julien, qui a un parcours complètement atypique et qui peut faire rêver également, je voulais juste vous demander un court conseil à un auteur qui croit au potentiel de son texte. Enfin, là, moi, j'ai été alpaguée par beaucoup de gens. Voilà, on envoie, on n'y va pas, on se dit, de toute façon, on ne sera jamais lu. Ou oui, allez-y, faites-le, et puis advienne que pourra. Allez-y toujours, ouais. Bien sûr. Puis surtout là, on voit bien avec les confinements, à la fois beaucoup de gens ont passé le cap et se sont mis à l'écriture, ce qui a fait augmenter la proportion de manuscrits. Vous avez le temps de lire encore. Mais aussi justement les lecteurs d'un autre parallèlement. Voilà, l'appétence pour la lecture a explosé avec les confinements, couvre-feu, etc. Donc il faut bien entendu se lancer et espérer des aussi jolies trajectoire que celle de Julien. En tout cas, chez nous, on lit. Vous lisez, vous prenez. Je veux dire, enfin, en tout cas, on répond. On lit et on répond, et on le fait toujours de manière, justement, je disais, bienveillante, mais même parce qu'on sait très bien déjà que les femmes ont souvent un déficit, je dirais, personnel un peu narcissique, enfin, d'aller un petit peu moins d'assurance que les hommes, peut-être. Oui, c'est ça. D'aller franchir, d'aller comme ça s'adresser. Enfin, voilà, c'est une démarche. Et on a souvent affaires à des personnes qui, en fait, écrivent depuis très longtemps, ont emmagasiné d'ailleurs des textes qu'elles n'ont pas forcément osé montrer ou faire lire, ou alors dans un cercle restreint, familial, et ils font cette démarche. Donc on sait que c'est une démarche qui n'est pas... qui est une espèce d'engagement aussi de leur côté. Et donc on répond toujours, on lit et on essaye, même quand on refuse, parce qu'en fait finalement on refuse quand même énormément de textes, et je dirais presque à 95%, en fait il faut être réaliste, et en ce qui nous concerne, compte tenu de la production qu'on a, mais à chaque fois on essaye vraiment de donner un conseil pour que la personne puisse avancer. Parce que après tout, la première fois, c'est pas forcément celle-là, mais ça sera peut-être la fois suivante. Et d'ailleurs, quand on entendait Leïla Slimani tout à l'heure, c'est ce que j'allais dire. Son premier livre, elle l'a jeté. Donc voilà. Alors il y a un autre biais, une autre route, un autre chemin pour être publié. C'est le chemin que vous avez emprunté, vous, Julien, qui êtes vraiment une personne normale, avec une vie... Monsieur tout le monde. Monsieur tout le monde. Et Monsieur tout le monde rêve d'avoir un parcours comme celui de Julien. Et en fait, Julien, vous avez eu l'envie, le besoin assez viscéral de créer une page Instagram, un blog, où on dit que vous êtes
blogueur, bookstagrammeur. Oui. Vous avez donné vos conseils de lecture et vous avez agrégé autour de vous une communauté de gens qui vous ont suivi parce qu'ils vous aiment, parce qu'ils vous font confiance dans vos conseils, parce qu'ils aiment échanger avec vous, parce que vous prenez le temps d'échanger avec eux. Et je crois que ce sont ces gens-là qui vous ont donné le courage d'écrire, de passer par l'auto-édition. Je ne vais pas manger vos mots parce que ce sont les vôtres. Expliquez, parce que c'est un parcours qui existe. Des gens comme Agnès Martin-Lugan, Les gens heureux, fumez, boivent du café, ou Aurélie Valogne, que vous avez beaucoup soutenu au livre de poche, ont commencé par l'auto-édition. Et c'est un moyen d'atteindre des grandes maisons derrière. Je vous en prie, Julien. Oui, donc moi, en fait, il y a 4 ans, j'ai créé le compte Instagram La Bibliothèque de Juju pour m'amuser, pour parler de mes lectures et faire ça de manière un peu décomplexée, parce que je trouvais que parler des livres, c'est bien, mais faire ça sur un ton un peu humoristique, c'est bien aussi. Et petit à petit, c'était vraiment pas prémédité. Les gens m'ont fait confiance, ils sont arrivés, j'ai eu de plus en plus d'abonnés, et surtout, je voyais que j'avais de l'influence, et ça me touchait beaucoup. Et ils aimaient beaucoup... C'est-à-dire que quand ils disaient « lisez un livre », les gens allaient le lire. Hein. Et du coup, ils aimaient mes petites chroniques. Et ils me demandaient pourquoi tu n'écris pas de livres. Moi, j'écrivais en réalité dans mon coin depuis toujours, mais je ne me trouvais pas assez intéressant. Je n'avais pas la prétention de me dire ça n'intéressera personne à part Tata Claudette. Mais en fait, j'ai eu un déclencheur sur l'écriture de mon premier roman, La mort de ma grand-mère, qui m'a donné envie d'écrire sur elle. Et à ce moment-là, grâce à ces gens qui me suivaient sur les réseaux, qui sont vraiment tellement bienveillants. Moi, je dis salut la famille, toujours sur les réseaux, mais c'est vrai, parce que moi, maintenant, aujourd'hui, j'écris des livres grâce à eux, parce qu'ils ont créé le bouche à oreille, parce qu'ils sont là, et c'est des gens passionnés et qui font... blogueurs, bookstagrammeurs font beaucoup aujourd'hui pour la littérature en France, et je pense encore plus dans les années à venir, parce que les gens, ils nous font confiance, en fait, on ne peut pas leur mentir. Donc voilà, du coup, moi je me suis auto-édité, parce que même si en étant blogueur, je connaissais des maisons d'édition, j'avais des bons rapports, en fait je ne sais pas frapper aux portes, j'ai du mal à... Donc j'ai dit, soyons fous, on va s'auto-publier. Moi j'avais besoin de me tester, de me dire comme ça, on verra. Et du coup, j'ai trouvé donc, sur Internet la plateforme Librinova, qui permet donc, de se publier en ligne, mais aussi en papier. C'est ce qui m'intéressait, j'avais envie d'être disponible en librairie. Et en fait, il s'est bien vendu. Donc du coup, grâce aux gens qui me suivaient sur les réseaux sociaux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, grâce à Librinova, j'ai pu ensuite signer chez un éditeur traditionnel, Charleston, puisque chez Librinova, qui auto-édite, j'ai un agent maintenant, grâce à eux, qui s'occupe de la suite en fait. Donc du coup, j'ai auto-publié ce premier roman, qui est ressorti en mars 2021 chez Charleston. Il sort en poche là au mois de mars de cette année. Et là, je continue. Je suis le premier étonné parce que là, je sors bientôt mon deuxième roman. Ça m'émeut, ça me bouleverse. Voilà, parce que c'est mon chemin en fait. Ouais. Et c'est vrai que l'auto-édition peut être un moyen, si tant est qu'on va vers les bons auto-éditeurs et qu'on ne se trompe pas, parce que parfois, via l'auto-édition, on va acquérir une certaine notoriété qui va se repérer sur Internet, et les maisons d'édition qui sont assez malines et qui ont besoin de vivre et de publier des livres qui vont être lus, vont repérer les ouvrages qui auront pu être auto-édités, se les réapproprier, parfois les faire retravailler, parce que parfois c'est vrai que quand on s'auto-édite, on fait au mieux et puis on se fait corriger par son père, sa mère, son frère, sa soeur, son concierge, je ne sais pas, mais il y a quand même un vrai travail qui est fait, et c'est un métier, l'édition, par les maisons. C'est quelque chose que je voulais dire, parce que pour moi, quand je me suis auto-édité, comme je me serais fait éditer, j'avais pas, voilà, je me suis dit je me lance. Par contre, après, quand j'ai eu des propositions, moi, ce qui m'intéressait dans l'édition, l'éditeur, c'est pas un imprimeur. Parfois, les gens, pour le grand public, ils savent pas tout ça. Et moi, je voulais bosser mon texte. Non, mais c'est très très important. Enfin, aujourd'hui, chez mon éditeur, je suis très heureux parce qu'on a repris mon texte auto-édité. Alors aujourd'hui, si vous le trouvez, il est collector, mais il est truffé de coquilles. Donc, et on l'a retravaillé, et même moi, j'apprends encore aujourd'hui. Voilà, on a bossé le deuxième, mais mon éditeur, c'est ma famille aussi. Quoi. Et le regard de l'éditeur est capital sur un manuscrit, je pense, parce que c'est une véritable
collaboration et de confiance et voilà, et seul sur un manuscrit, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est vrai que commençons par l'auto-édition quand on peut pas, et après voilà. Mais parfois c'est une démarche qui s'associe. Nous par exemple on a publié un livre qui s'appelle Le Clit Révolution, manuel d'activisme féministe d'Elvire Duvel-Charme, qui elle aussi dédicace ici cet après-midi, et Sarah Constantin sont deux activistes qui étaient au mouvement Femen et qui ont travaillé, qui ont fait une série, une mini-série qui a été suivie sur produite par France 5, je crois, et qui s'appelait Clit Révolution. Avec comme ça, elles ont été dans plein de pays, interroger des femmes sur leur sexualité, etc. Voilà. Et c'est devenu un truc complètement. Enfin, elles ont vraiment des tonnes d'abonnés, elles sont très très suivies. Et elles ont voulu faire part de cette expérience pour en faire un livre. Et elles ont commencé comme ça par une démarche d'auto-édition, en fait, auprès de leurs followers, de toutes les personnes qui les suivaient sur Instagram, etc. Et ensuite, elles se sont dit, mais en fait, il faudrait qu'on ait un livre qui soit dans le circuit libraire, etc. C'est-à-dire ce que porte une maison d'édition, ce que propose une maison d'édition aussi, parce qu'elles voulaient rencontrer leur public, pas seulement à travers... de manière virtuelle, bien sûr. Mais de manière, je dirais, physique, enfin charnelle, enfin voilà, incarnée, voilà, plus exactement. Et donc, on a fait, nous, on a accueilli ce projet, et c'est complémentaire, en fait, voilà. Et donc, pardon, oui. Non, mais ce qui est intéressant avec l'auto-édition, alors auto-édition numérique, c'est que je pense, la finalité ultime de l'auteur qui se lance d'abord justement avec modestie en se disant je vais commencer par m'auto-éditer, la finalité c'est quand même le livre papier d'une part, voilà, d'avoir son livre dans une vraie librairie, etc. Je pense que c'est quand même au-delà d'avoir un fichier qu'on peut acheter et lire. Complètement. Donc ça c'est intéressant par rapport à cette comme ça résilience du livre papier qui reste sexy y compris pour les nouvelles générations de lecteurs. C'est important. Mais c'est un objet. Le livre, la couverture, tout est extrêmement important. D'ailleurs, de l'importance des maisons d'édition qui travaillent, évidemment, le livre, le texte en lui-même, mais les couvertures, les titres, etc. On peut avoir une couverture sublime avec un titre sublime et le livre est absolument nul à l'intérieur et vice-versa. Donc il y a un vrai travail de professionnel. Nous avons en loge, je crois, Marlène Schiappa qui est à l'origine de ce festival. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'elle est bien là? Je crois qu'elle voulait intervenir ou peut-être qu'elle a disparu parce qu'elle aussi avait un témoignage peut-être à apporter sur l'édition. Non, elle n'est plus là. Bon, si jamais elle revient, qu'elle n'hésite pas, parce qu'il était convenu peut-être qu'elle vienne raconter un petit peu son parcours aussi, puisqu'à 24 ans, Marlène Schiappa s'est retrouvée comme auteur d'un véritable ouvrage qu'on pouvait acheter en librairie. Peut-être qu'en attendant qu'elle vienne ou pas, il y a des questions dans la salle de gens qui aimeraient s'adresser. C'est pas souvent qu'on a affaire à des professionnels comme ça. Vous auriez des questions? Ah oui, pardon, je ne voyais pas. Il y a quelqu'un normalement avec un micro, mais comme vous êtes au premier rang, on va peut-être vous entendre sans masque, je vous en prie. Bonjour. Je viens de déposer un manuscrit sous forme de clé dans la boîte de... N'entendez rien, il n'a pas de micro, le pauvre. Donc, monsieur vient de déposer un... Ah, attendez, regardez, bougez pas. Non, donnez pas le vôtre, regardez, il y en a un en plus. Bonjour tout le monde. Je viens de déposer une clé USB dans la boîte d'Éditez-nous. Et je voudrais savoir... Comment caractérise-t-on, quand on le demande, quand on l'exprime sous forme numérique, un roman? Le mien, je ne sais pas comment le caractériser. Est-ce que vous aidez les auteurs quand ils ont des difficultés pour l'abord de cette manière virtuelle de communiquer? Alors oui, on va effectivement accompagner les auteurs. D'une part, en fait, vous avez accès à un certain nombre de mots-clés préenregistrés que vous allez pouvoir sélectionner. Donc ils vont vous aider dans la description de votre œuvre pour le catégoriser. Et d'autre part, on a aussi une équipe éditoriale qui va regarder l'ensemble des textes et qui va pouvoir vous accompagner. D'ailleurs, une partie de l'équipe éditoriale est juste à côté de vous à droite. Et donc qui va rentrer en contact avec vous et qui va vous suggérer un certain nombre soit de changements de catégorie, soit d'amélioration de votre présentation, de votre pitch. Donc qui va vraiment vous accompagner et faire en sorte d'optimiser le plus possible la présentation de votre œuvre. Ça répond à votre question? Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, une, deux.
Et après, on écoutera. Donc, Madame. Bonjour et merci déjà pour tout ce que vous nous avez appris. C'est très utile quand on est dans un parcours. Je pense qu'on est plusieurs à être dans cette démarche si on assiste à ça. Moi, j'ai une question un peu spéciale parce que le manuscrit que j'ai entre les mains, il n'est pas de moi, il est de ma grand-mère. Et donc, la notion de texte engagé, puisque c'est un texte qui porte sur la guerre d'Espagne et sur l'exil de la Retirada. Ma question, c'est quand on retravaille un texte, puisque même celui-ci va être retravaillé, j'imagine, si les éditeurs s'y intéressent, la notion d'éthique par rapport à un texte comme ça, parce que moi-même, c'est difficile pour moi, déjà, je suis en train de l'illustrer, donc je l'illustre avec ma propre perception. Comment un éditeur arrive justement à tempérer entre le texte de quelqu'un qui n'est plus là pour accepter des transformations, le fait que moi, je vais faire confiance, j'imagine, à un éditeur pour accepter ces transformations, quand vous vous retrouvez face à ce genre de choses où l'auteur n'est plus, comment ça se passe en fait ? Véronique ? Alors, c'est pas le cas le plus courant, je vous avouerai, que l'auteur ne soit plus, mais j'imagine que vous êtes l'ayant droit. Donc, oui, en fait, c'est vous qui avez la responsabilité morale, dirons-nous, de l'ouvrage. Donc, si toutes les modifications, tout le travail qu'on pourrait faire ensemble, s'il vous convient, j'imagine que c'est en tout cas, ça peut paraître. Ça relève de ma responsabilité. Oui, absolument. Ouais. Je fais la même réponse. Il y a une dernière question, je crois, au fond, si j'ai bien vu, non ? Il y avait quelqu'un qui a levé la main ? Au milieu ? Alors ça a changé, ça a bougé. Bonjour, moi je suis intéressée par cet atelier qui m'a appris beaucoup de choses. J'ai écrit un récit pour la jeunesse. Donc je voudrais savoir si je suis... si effectivement vous pouvez répondre à mes questions concernant l'édition pour la jeunesse. Par exemple, éditez-vous ou bien monsieur tout à ma droite. Ou si, je sais pas, ma place n'est pas ici aujourd'hui. Donc, voilà. Peut-être juste avant que vous répondiez, c'est vrai que le livre jeunesse, il y a un renouveau de la littérature jeunesse absolument incroyable. Hein. Je dirais peut-être depuis 10-20 ans. Les grandes maisons d'édition, ce n'est pas le cas de la thèse, mais ont souvent un secteur jeunesse, donc vous pouvez peut-être aller repérer dans les grandes maisons d'édition. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de place qu'avant pour les livres. Alors on croit que les enfants ont tous les yeux carrés, sont tous sur des tablettes. Non, ce n'est pas forcément le cas. Ils lisent des livres extrêmement gros. C'est toujours très impressionnant de voir les pavés qu'ils peuvent s'enfiler. Donc je pense, vous allez lui donner des conseils, parce que je pense que vous êtes en relation peut-être avec des émissions de jeunesse, mais il y a beaucoup de, chez Gallimard, chez Albin, Rajo, il y a énormément de maisons. Il y a des maisons spécialisées jeunesse, et puis il y a des maisons généralistes qui ont des secteurs jeunesse. Alors j'allais dire à peu près ce que vous avez dit. Non mais effectivement la jeunesse est très très dynamique. Beaucoup de maisons qui cherchent évidemment de nouveaux auteurs aussi. Après, je ne suis pas sûr de comprendre totalement votre question, mais en l'occurrence, vous pouvez vous adresser à nombre de maisons jeunesse spécialisées ou moins spécialisées. Vous pouvez aussi, chez nous, déposer votre manuscrit. On travaille avec plusieurs éditeurs en jeunesse, secteur qu'on a ouvert il y a maintenant 3 mois, comme la non-fiction. Donc oui, il y a des opportunités sur la jeunesse, c'est certain. Alors Malène Schiappa nous a rejoint. Vous êtes un peu jugé parti, parce qu'à la fois vous avez eu cette envie de créer ce festival pour offrir aux gens la possibilité de communiquer avec des éditeurs, de comprendre comment être édité, puis vous êtes aussi vous-même auteur, auteur très jeune, à 24 ans, ce qui est assez rare, mais ça arrive. Voilà, je pense que vous aviez un mot à dire. Absolument, alors rebonjour à celles et ceux que j'ai vus tout à l'heure et bonjour à ceux que je vois aujourd'hui. D'abord, je veux remercier parce que cette table ronde, c'est une table ronde vraiment très généreuse que vous avez faite pour permettre à chacune et à chacun d'avoir l'ensemble des informations pour pouvoir être édité. On a eu aussi dans les précédentes tables rondes autour d'Anne-Marie Revol des échanges, je trouve, absolument passionnants, avec là aussi beaucoup de générosité des auteurs pour essayer de nous emmener dans leurs univers et de comprendre aussi comment ils fabriquent ce livre.
Vous savez que le président de la République a voulu faire en sorte que la lecture, ce soit une cause importante de la fin de son quinquennat. Et je trouve que le livre est un objet vraiment fabuleux. Et à la faveur du confinement, je crois qu'on a révélé le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont un manuscrit dans un tiroir. Et c'est justement parce que moi, j'ai fait partie des gens qui ont eu la chance, parce que c'est aussi une part de chance, d'être édité très jeune. On en parlait tout à l'heure, sans même envoyer de manuscrit, puisqu'on m'a appelé pour me proposer d'être édité, ce qui était un truc que je n'aurais jamais imaginé, et d'être édité. Ensuite, plein de fois, j'ai publié quasiment 30 livres, et j'ai jamais eu de peine à être édité. Pourquoi? Parce qu'au début, j'ai eu cette chance qu'on m'appelle, mais parce qu'après, du coup, j'étais identifiée et je savais comment ça fonctionnait. Et j'avais eu envie de soutenir des gens qui auraient aussi des projets d'écriture, mais qui n'avaient pas, comme moi, la chance de savoir comment ça fonctionne. Et souvent, on me pose la question, et les questions que je viens d'entendre, pour moi, sont extrêmement intéressantes. C'est vrai que, pour moi, la première chose pour être édité, c'est cibler la maison d'édition. Est-ce qu'il y a un secteur jeunesse, par exemple, dans la maison d'édition? S'il n'y en a pas, ça ne sert à rien de leur écrire. Quand on veut faire du théâtre, d'aller voir est-ce que c'est une maison qui fait du théâtre. Et je pense que c'est exactement ce que vous avez dit tout à l'heure, mais cibler véritablement déjà la maison d'édition pour voir si on va être en adéquation, ça me semble extrêmement important. Ensuite, il y avait une question qui a été posée sur les corrections, la reprise du texte par l'éditeur. Moi, personnellement, j'adore quand un éditeur reprend mon texte parce que j'ai l'impression d'être améliorée. Et récemment encore, je suis en train d'écrire un livre et l'éditeur me dit « le livre est bien, mais vous avez vraiment un défaut d'écriture ». À chaque fois que je change d'éditeur, il me trouve un nouveau défaut d'écriture, donc c'est un peu vexant. Il me dit « vous avez vraiment un défaut d'écriture, c'est qu'il y a des anaphores absolument partout ». Je lui dis, mais pas du tout, j'aime pas les anaphores, j'en mets nulle part, on parle de mon manuscrit, vraiment. Et donc j'ai repris le manuscrit, et en fait, c'est vrai, il y avait des anaphores absolument partout. Je sais pas pourquoi, et je pense que ça doit être peut-être un tic de langage des réponses politiques qu'on peut faire, et du coup, ce style d'écriture reste, et on a du mal à s'en défaire quand on passe au livre. Et c'est vrai que parfois, il y a ce travail de lien avec l'éditeur qui nous permet de nous améliorer, qui est un éditeur, qui n'est pas un correcteur, on peut toujours tout discuter. On discute le fait de garder les anaphores, mais je ne veux pas discuter de tuer un personnage qui me plaît dans un roman. Et sur la question qui était très intéressante de qu'est-ce qu'on fait d'un texte qui a été écrit par quelqu'un qui n'est plus là, moi j'ai été confrontée en retrouvant une forme de journal intime ou autobiographie de mon arrière-grand-mère qui racontait des choses absolument passionnantes parce qu'il y avait une portée universelle au-delà de ce qu'elle-même racontait de sa propre vie. Et sachant pas si je pouvais le faire publier comme ça ou moi m'en inspirer, en fait je l'ai transformé, j'en ai fait un roman sur une personne qui trouve une mise en abîme de mise en abîme, une personne qui trouve ce que raconte son arrière-grand-mère et qui donc le raconte en faisant écho à la vie d'aujourd'hui. Je pense qu'on peut toujours aussi transformer cette matière. Mais ça, c'était par rapport aux questions. Mais pour conclure sur la question du livre citoyen, je suis très heureuse de voir qu'on a une boîte à manuscrits qui est déjà pas mal remplie, parce que je suis convaincue que l'écriture d'un manuscrit, ça fait partie de la manière dont on peut d'abord aller à la rencontre de l'autre, et je pense qu'on en a bien besoin dans la période qu'on vit. D'autre part, que ça nous permet de nous isoler en écrivant pour nous évader et pour rencontrer justement, et je pense que c'est extrêmement fondamental, cette recherche de l'altérité finalement qu'on recherche à la fois quand on lit et quand on écrit, puisque c'est vraiment une des seules activités où on s'isole pour avoir un lien. Et je pense que le temps long de l'écriture nous permet aussi de nous sortir de l'immédiateté de la société, que ce soit les chaînes d'infos en continu ou les réseaux sociaux dans lesquels on a l'impression d'écrire, mais dans lesquels on est dans des bribes de phrases et jugé en permanence. Quelqu'un qui vous lit n'est pas, la plupart du temps, en train de vous juger, et quelqu'un qui est en train d'essayer de pénétrer dans votre univers et de se dire est-ce que cet univers, j'ai envie d'y aller et de poursuivre ou pas. Et je pense que ça, c'est extrêmement citoyen. Je pense qu'on peut se construire justement en lisant des livres, c'est comme ça qu'on devient citoyen, en se confrontant à d'autres vies que la sienne, pour reprendre cette belle phrase, mais aussi en écrivant et en partageant soit justement une cause, quelque chose d'universel, soit un imaginaire, soit quelque chose qu'on a vécu, soit ou sa famille, et en le partageant. Donc j'invite celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait à profiter de cette boîte à manuscrits, qui sera là le temps du festival, et puis on se disait qu'on va peut-être donner un petit sursis de 24-48 heures pour celles et ceux qui voudraient avoir le temps de rentrer chercher un manuscrit chez eux et puis de le transformer. Et puis par ailleurs, les maisons d'édition restent là. Je sais que les maisons d'édition reçoivent énormément de manuscrits. Je ne sais pas comment font les comités de lecture pour tout lire. Ça doit être hyper frustrant de se dire j'ai 5 lignes pour savoir si je tiens un Goncourt ou pas du tout. Et c'est extrêmement difficile. Mais je pense que c'est pour ça qu'on voulait aussi avoir édité vous, parce que je crois que l'idée, c'est de se dire qu'il n'y a pas de barrière. Et qu'en fait, même si on n'a pas la validation du comité de lecture ou de la maison d'édition ou des professionnels,
et ben en fait on est dans une forme de modernité dans laquelle on peut aussi avoir cette chance d'aller tenter sa chance et voir si on rencontre ou pas son public. Et je pense que rencontrer 10 lecteurs ou 100 000 lecteurs, c'est la même joie en fait quand on a quelqu'un qui vous lit. À partir du moment où on a un lecteur qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai eu beaucoup plus d'excitation lorsque j'ai eu mon premier retour de une personne qui m'avait lu et que je ne connaissais pas, qui n'était pas ma famille ou mes copines, qu'après, en sachant que j'avais eu des traductions partout, des livres de poche, etc. Donc je pense que c'est vraiment très touchant. C'est pour ça qu'on a voulu faire des dédicaces aussi. Je raconte souvent cette petite anecdote de ma première dédicace. Je la raconte pour vous faire sourire. J'étais donc assez jeune. Je vais au salon du livre, je dédicace, et là, je n'étais pas du tout connue. Et autour de moi, il n'y a que des gens connus qui passent à la télé avec des files très longues pour acheter les livres. Et puis moi, je suis toute seule avec ma petite table. Et en fait, 1 heure après moi, sur le même stand, il y avait Mazarine Pinjot. Et donc, en fait, la question que tous les gens me posaient, c'est « Bonjour », j'avais les cheveux longs à l'époque et l'arrêt au milieu. « Bonjour, vous êtes Mazarine Pinjot ?» Donc, j'ai répondu pendant 1 heure « Non, je ne suis pas Mazarine Pinjot, elle arrive à 15 h » Et c'était un peu long. Et je pense que beaucoup d'auteurs ont vécu aussi ces moments où on débute et on est un peu dans un moment de solitude jusqu'à ce que finalement, on arrive à se faire éditer, à se faire entendre. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire ce festival du livre citoyen, pour avoir une rencontre entre des auteurs débutants, des gens qui ne sont pas encore auteurs parce qu'ils ne sont pas publiés, mais qui dans leur tête et dans leur activité sont déjà des écrivains. Et ça, il y en a plein. Et je pense qu'il y a plein d'écrivains en ce moment qui ont beaucoup de talent et qui ne sont pas encore publiés et qui méritent de l'être. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu faire ce festival. Donc je vous remercie beaucoup d'être venus, d'avoir participé. Et je remercie très chaleureusement les éditeurs, les éditrices, les écrivains qui ont pris de leur temps généreusement pour venir échanger et partager cette passion qui nous unit et qui fait qu'on est unis dans cette citoyenneté. Je pense qu'il y a une chose très importante aussi, c'est la foi en ce qu'on a écrit. Ne pas lâcher, parce qu'il y a quand même beaucoup d'auteurs connus aujourd'hui qui se sont refusés une fois à droite, une fois à gauche, une fois au milieu. Et quand on passe pas par la cheminée, il faut passer par la cave. Quand on passe pas par la cave, il faut passer par la fenêtre. Mais je crois que réellement, quand on a foi en son livre, il faut taper, 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 jusqu'à ce que quelqu'un travaille, avance. Et je pense qu'il peut en ressortir quelque chose. Et il y a eu beaucoup d'histoires assez comme ça, assez incroyables, d'auteurs qui ont remporté des grands succès. Voilà. J'espère que vous allez rester, parce qu'il y a une remise de prix extraordinaire, par un jury extraordinaire, qui va venir immédiatement. Donc voilà, ceux qui sont là, n'hésitez pas à rester, parce que ça va être un grand moment. À tout de suite. Merci. Et merci beaucoup. Merci beaucoup.